Je vais inviter à se joindre à moi sur la scène Madame Lucie Lamarche. Donc, Madame Lucie Lamarche est professeure à la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, où elle enseigne le droit social et du travail. Elle enseigne également le droit international des droits économiques, sociaux de la personne. Et aussi, tout au long de son parcours, elle a reçu de nombreux prix et mérites pour son engagement, notamment à l'Association canadienne-française pour l'avancement des savoirs, l'ACFAS, à la Société royale du Canada et dans plusieurs chaires de recherche. Donc, mesdames et messieurs les participants, en cet après-midi, accueillons chaleureusement Madame Lucie Lamarche. Bon après-midi. Et oui, je suis la fille de la journée, je crois. Mais je le savais, alors je ne tiendrai point rigueur à Monsieur l'Italien. Mais j'ai un petit problème, là. Comment je fais pour passer à mon PowerPoint? Ah! Désolée pour l'imbroglio. Alors, félicitations aux amis de l'Observatoire pour cette magnifique journée. Je suis très heureuse d'avoir été ici ce matin. J'ai appris plein de trucs et merci pour l'invitation. C'est tout de même audacieux d'inviter quelqu'une qui n'est ni actuaire, ni économiste, ni super spécialiste des régimes de retraite. Je vais me voler 30 secondes pour partager une anecdote ou une information avec vous compte tenu de tout ce que j'ai entendu ce matin. J'enseigne un cours à l'UQAM, à la maîtrise, qui s'appelle « Droit de la protection sociale ». Donc, c'est un public dans une fourchette d'âge, 20-30 ans plus ou moins, scolarisé, professionnalisé. Et je peux vous dire que quand j'aborde le bloc retraite, c'est la panique, la terreur et la catatonie. Donc, oui, il y a énormément de travail à faire sur ce thème. Donc, mon petit blurb s'intitule « Pourquoi importe-t-il de considérer le droit à la retraite comme un droit humain ?» Alors voilà, je mets en jeu cette idée que la retraite, c'est l'expression d'un droit humain. Hein? C'est quelque chose qui est lié à ce droit fondamental qui est celui à la vie digne et décente. Et d'ailleurs, ce n'est pas une grande trouvaille parce que l'Organisation internationale du travail l'a affirmé il y a déjà plus d'un siècle, cette idée que le travail est un risque et que les risques du travail doivent trouver réponse, quel que soit le contexte, dirais-je, afin d'assurer ce droit à la vie digne et décente. Toutefois, voici mes petites bulles, et ça a été dit, je crois que c'est François Lamoureux qui a évoqué cette question ce matin. Je pense que si on veut regarder devant, il faut exiger de soi-même une relation d'interdépendance avec, on pourrait dire, d'autres risques ou d'autres droits humains. Et c'est un peu ça l'effet de mes petites bulles, tant le logement que l'environnement ou la santé, des thèmes qui ont été évoqués ce matin, mais j'ai ajouté la bulle de la participation citoyenne, qui est quand même quelque chose d'inhérent à l'idée de la réalisation des droits humains. Alors voilà donc que je vous demande de considérer l'enjeu de la retraite comme un enjeu de droits humains. Alors pourquoi? Parce que ça doit signifier quelque chose sur le plan des obligations de l'État, ce qui ne sacrifie en rien les enjeux d'un contrat social, mais qui interpelle de manière particulière la responsabilité étatique. Deuxième point que je veux porter à votre attention, c'est, et peut-être que j'aurais aimé ça qu'on en parle un petit peu plus ce matin, la retraite de demain, c'est aussi celle des travailleurs précaires d'aujourd'hui. Alors, il y a des petits chiffres, là, rassurez-vous, c'est mes seuls petits chiffres, mais il faut quand même se dire que c'est des chiffres 2018. En 2018, l'emploi atypique, c'était 36,9% des emplois de la population active. Vaste
programme que l'emploi atypique, mais ça dit quelque chose quand même qu'on a passé le moment où la relation entre le travailleur et la retraite, c'est la relation entre cette personne qui a un emploi sur le temps long, à temps plein, qui ne change pas de job trop souvent et qui n'a pas un employeur trop ratoureux. Alors, l'autre enjeu qui est très important, c'est l'enjeu du cumul des emplois, particulièrement chez les femmes, et bien sûr, j'y arrive, celui des emplois que j'appelle ubérisés. Alors, c'est une autre expression valise, hein, c'est la gig qu'on ne sait pas trop si c'est un travailleur dépendant ou un entrepreneur dépendant ou indépendant. C'est des chiffres importants parce que si on parle de cotisation, de littératie, d'éducation aux droits humains à la retraite, c'est aussi de ces gens-là dont on parle. Alors, j'ai essayé de démêler une petite pelote de laine pour mieux me faire comprendre. Au centre, vous avez celui que j'ai qualifié « the travailleur ». Bon, ça, c'est presque l'archétype de l'Organisation internationale du travail du 20e siècle, qui a tout construit le modèle de la protection sociale sur le travailleur masculin d'usine, qu'on appelait le semi-skilled, temps plein, ayant charge familiale. Alors, on peut aujourd'hui intervertir les genres, mais il y a encore un énorme patrimoine, je dirais, de cet archétype dans la construction de la protection sociale. Puis vous avez des groupes sociaux qui sont en périphérie, mais alors là, vraiment en périphérie, j'en ai identifié quelques-uns, mais ubérisés, les travailleurs en situation de handicap, les travailleurs à temps partiel, que j'appelle les as ou les as des petits boulots, les entrepreneurs indépendants, et il faut les nommer, les travailleurs migrants, s'agisse-t-il de travailleurs détenant la résidence permanente ou de travailleurs migrants temporaires. Donc, on ne peut pas, me semble-t-il, mener la discussion en ne tenant compte que de l'acteur central qui est le travailleur. Il faut tenir compte de la périphérie. Donc, ayant posé l'enjeu de la précarité et des travailleurs de la périphérie, encore une fois, Matt Lamoureux ce matin disait « Oui, mais c'est quoi le but? » Ben oui, mais bonne question. C'est quoi le but pour la retraite de demain, compte tenu de la précarité d'aujourd'hui ou de demain? Et j'ai reformulé ça un peu en disant « C'est qui a la pole position et quel est l'objectif de la course? » Il me semble, je vous soumets ça respectueusement et amicalement, que cette question-là, on ne la pose pas si souvent finalement. Est-ce que l'objectif, c'est sauver le régime ou garantir la vie digne et décente? Et j'ai ajouté aux nomenclatures ou énumérations habituelles que l'on voit dans la littérature et que vous connaissez très bien, donc la pension de base publique, les régimes contributoires obligatoires et publics, les complémentaires, l'épargne individualisée. J'introduis un nouveau joueur qui, je pense, est un joueur extrêmement important quand on pense à demain à partir de l'expérience d'aujourd'hui. Ce sont les aides fiscalisées. Alors, le gouvernement fédéral et québécois ont dépensé pour l'année fiscale 2020 plus ou moins 2,5 milliards de dollars en crédits d'impôt divers. Le problème, c'est que 60% de ce 2,5 milliards de dollars est allé au transfert de revenus aux conjoints, finalement. Et donc, ce n'est pas vraiment les travailleurs les plus vulnérables qui en ont profité. Donc, est-ce qu'on veut continuer sur ce chemin? Mais il me semble qu'on ne peut plus nier l'importance dans le panier des options et des réalités économiques qui est celle des aides fiscalisées, qu'on appelle en anglais les Fiscal Welfare Policies. Mais ça nous ramène à quel est l'objectif de la course. Pourquoi discute-t-on de ce dont on discute? Pourquoi il me semble que la question est importante? Autre petit dessin. Parce que ce n'est pas les mêmes concepts qui sont mobilisés selon que l'on privilégie l'approche droits humains et droit à la retraite, parce qu'alors on privilégie la solidarité, la mutualisation, l'inclusion et le niveau de vie décent. C'est la recette historique de l'Organisation internationale du travail.
Si on privilégie l'approche du bon investissement, comprenez-moi bien, je ne dis pas que les approches sont mutuellement exclusives, mais si on privilégie l'approche de l'investissement, on parle une autre langue. On parle de contrat, je deviens un risque, bon risque, mauvais risque. On parle de gestion et on parle d'inclusion, exclusion par rapport à qui est le bon risque et le mauvais risque. Alors, il me semble qu'il y a de la friture sur la ligne entre l'une et l'autre approche. Or, il ne devrait pas y avoir de friture sur la ligne entre la retraite comme expression d'un droit humain, ma petite boîte de gauche, et le besoin que cette immense épargne qui est mobilisée le soit bien sûr correctement, mais peut-être qu'on pourrait aussi imaginer une logique de bon investissement ou d'investissement sain soumis à un objectif plus grand qui est celui du droit humain à la retraite. De mon point de vue, ça change les choses. Et là, grande découverte, et ça m'intrigue beaucoup. Les lois canadiennes et québécoises, je vous propose une petite énumération sur la slide, là, ben, il n'y a pas de préambule dans ces lois-là. Ce sont des lois qui ne disent jamais pourquoi on adopte une loi sur la pension de vieillesse, pourquoi on adopte une loi sur le régime des rentes ou pourquoi encore on a adopté la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Ce sont des lois ardues à lire, j'en conviens, et c'est comme les sapins de Noël assortis d'une tonne de règlements, mais qui rentrent dans le vif du sujet de l'investissement et de l'administration, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Donc, habituellement, une loi, c'est dire, ben voici pourquoi j'adopte cette loi. Bon, là, non, il n'y a pas de pourquoi. Il y a un ensemble de vocabulaire technique assez impressionnant qui touche des thèmes, j'en énumère quelques-uns ici, les âges, les seuils, les conditions, les contributions, la régression, l'inclusion, l'exclusion, pour ajouter l'administration. Mais ne cherchez pas, ni dans la loi la loi fédérale sur la sécurité de vieillesse ou les lois québécoises que sont celles sur le régime des rentes ou les régimes complémentaires, de but ou d'à propos à cette loi. Notre problème est compliqué du fait que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne est parfaitement muette sur le droit à la retraite, comme elle est muette d'ailleurs sur le droit à la santé, comme elle est muette sur le droit au logement, pour des raisons circonstancielles. Ce qu'elle ose énoncer, c'est le droit à un environnement sain, mais c'est un peu timide comme posture, ce qui nous place déshonorablement dans les 50% des pays du monde qui ont des constitutions muettes sur des droits aussi importants que le droit à la retraite. Ça veut dire que les lois que sont celles qui gouvernent le sujet dont on parle aujourd'hui ne sont pas chapeautées par un principe directeur et donc on n'a pas d'outils dans le coffre à outils pour interpréter les lois concernant la retraite en fonction de ce but que l'on recherche et qui, pour l'exprimer de la manière la plus simple, est celui à une vie, pas seulement un revenu, une vie digne ayant atteint l'âge de la retraite. Donc, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il manque des outils dans le coffre à outils québécois et je pense que ce sont des outils essentiels. Attardons-nous à votre spécialité, soit la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Alors, j'ai intitulé cet acétate « La fiducie d'investissement et son psychodrame ». Je pense que j'aurais pu prendre des mots plus durs, mais je me suis gardé une petite gêne. Donc, je cite le paragraphe juste pour que vous voyez, vous le savez, mais les voyez-vous encore, le nombre d'acteurs qui sont impliqués dans cette gestion hautement technocratique qui est celle des régimes de retraite complémentaires. La gouvernance des régimes de retraite, c'est un carrefour de contrats qui s'intéresse à des interactions. Et voici les acteurs. L'administrateur, l'employeur, les participants, les bénéficiaires, les gestionnaires, les actuaires, les gardiens de valeur. Ça fait beaucoup de monde. Le problème, c'est que comme il s'agit d'une fiducie d'investissement sans but de nature sociale, pourrait-on dire, ben on est en présence d'un psychodrame de réconciliation d'intérêts divergents.
Et vous le savez mieux que moi. Et ce n'est pas toujours heureux comme résultat, d'autant que le bénéficiaire, dont l'administrateur doit au premier chef protéger les intérêts, très souvent, il reçoit un peu le contrat de fiducie sur elle reçoit un peu le contrat de fiducie sur la tête plus qu'il ne participe à son élaboration. Cela m'apparaît hautement étrange. Et ce qui m'apparaît encore plus étrange, c'est que le Code civil prévoit des fiducies dont on peut identifier le but. Spécifiquement, je pense par exemple aux fiducies d'utilité sociale. Donc, il me semble qu'il y aurait un intérêt à créer, je ne sais pas moi, une fiducie d'intérêt humain que serait la fiducie d'un régime de retraite. Mon point étant qu'au-delà de l'investissement et de la gouvernance de l'investissement, on a un régime à angle mort parce qu'il n'a pas de but, sauf celui, évidemment, de créer ce patrimoine fiduciaire destiné au versement des prestations. Donc, pas de but, enfermé, c'est pas la fiducie le problème, c'est la nature, la fiducie. Enfermé dans une fiducie d'investissement, on n'a pas d'outils dans cette loi pour corriger les asymétries d'information et les conséquences, pas toujours heureuses, de la conciliation d'intérêts divergents. Donc, pour ces raisons qui sont propres à la fiducie d'investissement telle qu'elle est posée dans la loi sur les régimes complémentaires de retraite, le bénéficiaire n'est pas à l'abri, il n'est jamais vraiment à l'abri des risques sur son salaire, et c'est une question plus vaste que de poser seulement comme terme du débat les prestations déterminées, les cotisations déterminées ou les prestations cibles, parce que c'est contraire à la théorie des droits humains, un cadre réglementaire québécois complètement silencieux, qui, elle, pose comme but la vie décente et la retraite décente. Et je répète que ce n'est posé nulle part dans la loi. Moi, je suis une romantique optimiste. Évidemment, il faut croire au droit. Si vous ne croyez pas, on est mal barré. Mais je pense qu'on peut faire mieux avec le droit québécois que de continuer à encourager ce silence et cette confusion. Donc, en conclusion, ça va vite, 20 minutes. L'approche droits humains et la retraite. Où doit-on dire, je vous propose qu'on doit le dire, quelque part dans le droit québécois, et ce quelque part, ça peut être la charte, bien compliqué d'amender la charte, moins compliqué d'amender les lois ordinaires, qui est la loi sur le régime des rentes ou encore celle sur les régimes complémentaires de retraite. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant. Et là, je me permets une pointe d'humour. Attention, les amis. Le droit à un niveau de vie suffisant, c'est différent du droit de ne pas être pauvre. Comme disait mon mentor quand j'étais beaucoup plus jeune, Lucie, moi, je ne lutte pas contre la pauvreté parce que je lutte pour le partage de la richesse, c'est pas pareil. Il y a des phrases comme ça qui vous marquent pour la vie. Alors là, on peut décoller de la mesure du panier de consommation s'il s'agit de garantir un niveau de vie suffisant et non pas de donner comme seule responsabilité à l'État celle de garantir que les travailleurs retraités, quelle que soit la typologie, de l'ubériser à la personne qui a 40 ans d'ancienneté est un droit plus généreux que celui de ne pas être pauvre. Deuxième principe, l'État est le premier répondant. Je n'ai pas dit qu'il est le seul. Il est le premier répondant de ce droit. Ça pose les termes du débat. Par exemple, lorsqu'on parle d'épargne individualisée, quel est l'a priori derrière le principe de l'épargne individualisée, pas la tuyauterie et les 1000 possibilités, c'est la responsabilité individuelle. C'est un peu ça le trade-off entre affirmer l'État est le premier répondant et dire je suis le premier artisan de mon épargne individualisée. Ce n'est pas mutuellement exclusif, mais l'État ne peut céder le pas à la responsabilité individuelle du point de vue des droits humains. Donc, l'employeur, pour sa part, autre acteur fondamental du contrat social,
Il a donc des obligations envers le droit à la retraite, et j'ai osé ajouter, et non des humeurs. Il a des obligations, et l'État a un devoir de veiller au respect de ses obligations. Mais comme c'est un psychodrame un peu, la loi sur les régimes complémentaires de retraite, c'est pas facile de voir linéairement, quand on a le courage de la lire au complet, cette loi, où est la responsabilité de l'État par rapport aux, parfois, humeurs plutôt qu'obligations de l'employeur. Et finalement, je reviens à mon acétate de départ, le droit à la vie digne ne se limite pas au chèque, peut-être j'aurais dû mettre un pluriel à chèque, au chèque de retraite. La retraite et le droit à la vie digne à la retraite, c'est interdépendant avec, si vous n'aimez pas d'autres droits humains, utilisez l'expression risques sociaux, être mal logé, être malade, etc. Donc, ça s'appelle une proposition du champ gauche et j'espère qu'elle vous inspirera. Merci.